Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom, aujourd'hui en compagnie de Bernard Germain. Bonjour monsieur. Bonjour. Bernard Germain, vous êtes ancien ingénieur logiciel, aujourd'hui à la retraite. Vous étiez venu nous présenter votre précédent ouvrage, Déconstruire la woke idéologie. Vous publiez depuis cet ouvrage, L'Union européenne, en sortir au plus vite, à retrouver sur la boutique de TV Liberté. Justement, Bernard Germain, cette construction européenne, vous la décrivez comme, vous la qualifiez comme la plus fabuleuse arnaque politique du XXe siècle. Une construction que vous faites remonter à 1938 avec un certain Walter Hallstein, professeur de droit en Allemagne. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce personnage ? Walter Hallstein était un juriste, comme vous venez de le dire, un homme de droit. C'était le doyen de la faculté de Rostock. Il a été celui qui a été le principal artisan de la construction du projet européen d'Adolf Hitler, qui s'appelait Das Neue Europa. Il a rédigé un projet complet que d'ailleurs il a été présenté à Mussolini en Italie en 1938 et sur lequel il a travaillé avec des juristes également italiens. Il n'a pas pu le mettre en œuvre complètement puisque la guerre s'est terminée comme vous le savez. Il a d'ailleurs rejoint les rangs des troupes allemandes puisque sur la fin de la guerre, tout homme était obligé de porter l'uniforme. Et il a été arrêté en 1944 à Cherbourg par les Américains qui ont très vite vu à qui ils avaient affaire. Ils l'ont emmené immédiatement aux États-Unis, ils l'ont recyclé, ils l'ont ramené en Allemagne où il est devenu tout de suite un des principaux collaborateurs d'Adenauer. Et c'est lui à qui on a demandé d'écrire le projet de construction européenne. Cette fois-ci, non plus sous le drapeau nazi, mais avec le drapeau européen. Et donc, il a simplement ressorti son projet. Il a enlevé ce qui faisait désordre, c'est-à-dire la race aryenne, la chasse aux juifs, etc., etc. Et le projet est celui qui a été mis en œuvre patiemment, il a d'ailleurs été le premier président de la Commission européenne jusqu'en 1967, date à laquelle De Gaulle a obtenu son départ. D'accord, et vous rappelez qu'il est celui qui a préparé et co-signé avec Adenauer le fameux traité de Rome, c'était en 1957, traité qui lançait le projet européen. Oui, tout à fait. Alors, l'annonce du projet de CECA a été rédigée par Dean Acheson, qui était secrétaire d'État américain, avec Jean Monnet. La communauté européenne du charbon et de l'acier. Voilà, qui était la première brique, si j'ose dire, de cette construction européenne. Et c'est Robert Schuman qui a été à cette occasion victime d'une manipulation absolument fantastique de la part des Américains, puisque on lui a demandé de rédiger le document en question, ce qu'il n'a pas été capable de faire. Et donc, 3 jours avant la déclaration officielle, on lui a donné la déclaration que les Américains voulaient. Enfin, c'est Jean Monnet qui lui a donné. Il l'a lu et il est parti en courant, laissant Jean Monnet répondre aux journalistes qui posaient des questions. Mais l'histoire retient que c'est Schuman qui a été le premier qui a fait cette déclaration, alors qu'en fait, il a été totalement manipulé par les Américains. Les trois qu'on vient de citer, Schuman, Monnet et Walter Hallstein, étant tous les trois des agents de la CIA, ce qui est officiel. D'accord. Cette Europe fédérale, voulue donc par cet homme, Walter Hallstein, pourquoi vous dites qu'elle serait une machine de guerre contre les nations et contre les peuples ? Alors, parce que justement, cette construction européenne... D'ailleurs, il a présenté le projet en 1965 et De Gaulle s'est cabré immédiatement contre. Pardon. Walter Hallstein. Oui, d'accord. Il présentait un projet d'Europe fédérale. Il l'annonçait tel quel. Et le général de Gaulle a dit non, il n'est pas question de ça. Et il a pratiqué à partir de ce moment-là la politique de la chaise vide. Et ça a débouché sur les accords de Luxembourg qui ont notamment octroyé un droit de veto pour les pays membres de la CEE, en l'occurrence à l'époque. Et Walter Hallstein, c'est ce que je disais tout à l'heure, a même été ensuite éliminé de la direction de l'Europe parce que De Gaulle l'a exigé, justement suite au projet d'Europe fédérale qu'il a voulu présenter et sur lequel De Gaulle a dit il n'en est absolument pas question. Il voulait une Europe des nations et pas une Europe fédérale.
Alors déjà aussi, en 1965, les Américains ont voulu la création de l'euro, la monnaie qui est aujourd'hui en circulation en France et même dans l'Union européenne. Ils voulaient cette instauration mais sans l'annoncer. Donc pourquoi ce stratagème ? Alors, parce que les Américains construisaient... En fait, tout se passe après la Seconde Guerre mondiale. Il y a ce qu'on appelle la guerre froide, et les Américains voulaient utiliser le continent européen comme étant un protectorat américain dans leur guerre contre les pays de l'Europe de l'Est. Oui, la tête de pont avancée. Et donc, l'Europe devait être contrôlée par eux, et c'est le sens du projet qu'ils ont monté. Alors, ils voulaient également qu'il y ait une monnaie. Alors, il n'était pas question qu'elle s'appelle l'euro, ils voulaient simplement une monnaie. Et le Daily Telegraph a publié en septembre 2000 les archives déclassifiées des États-Unis, dans lesquelles il est marqué noir sur blanc que justement les États-Unis avaient ça comme projet, mais on dit surtout ne le dites pas avant que la chose ne soit impossible. Et donc, ils ont une stratégie de construction de l'Europe qui pourrait se comprendre comme étant une roue à cliquet. C'est-à-dire que chaque fois qu'on passe un cliquet, il y a l'anti-retour qui fait qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est exactement ce que les Américains voulaient faire. Et cette création de l'euro aura lieu finalement le 15 décembre 1995 lors du Conseil européen à Madrid. Absolument. Absolument. En plus de l'aspect économique, vous dites que les États-Unis ont mis également la main sur l'Europe sur le plan militaire avec l'OTAN, mais pourquoi, alors que le bloc, le pacte de Varsovie et l'URSS se sont écroulés à la fin des années 90, les pays de l'Europe, de l'Ouest et de l'Est cherchent à ce point à rejoindre l'OTAN? On a vu la Finlande rejoindre l'organisation il n'y a pas si longtemps. Non, c'est le contraire. C'est-à-dire que c'est les États-Unis qui construisent d'ailleurs, c'est saisissant quand on regarde les cartes, qu'on juxtapose les cartes des pays membres de l'Europe et ceux qui sont membres de l'OTAN, il y a une concordance quasi parfaite. Ça commence par l'OTAN et très vite, ils rentrent dans l'Europe. Alors, pourquoi est-ce que les Américains voulaient cela? Parce que même si le pacte de Varsovie est tombé, pour les Américains, la Russie reste l'ennemi. Alors, en 1991, il y a eu des discussions avec M. Gorbatchev. Ça a été confirmé par Roland Dumas en avril 2022 sur Sud Radio. L'ancien ministre des Affaires étrangères. Absolument, de qui a participé à ces discussions. Alors, rien n'a été écrit, mais l'accord a été formel avec Gorbatchev en disant: vous supprimez le pacte de Varsovie et nous nous engageons, nous, à laisser tous les pays qui étaient dans l'ancien pacte de Varsovie comme zone tampon, qui vont rester neutres et qui vont garantir la protection de la Russie. Et évidemment, on est obligé de constater que les États-Unis n'ont pas respecté leur engagement et petit à petit, comme un puzzle, ça se confirme, l'implantation et le rattachement de tous ces pays à l'OTAN, le dernier étant l'Ukraine, mais là, les fusées étant carrément à la frontière de la Russie a dit « stop, c'est fini ». Je rappelle quand même que quand il y a eu la crise de Cuba, les fusées étaient à 800 km des côtes de la Floride et Kennedy a simplement failli appuyer sur le bouton nucléaire. Donc on peut quand même comprendre que Poutine puisse se fâcher sur ce plan. Vous évoquiez tout à l'heure le général de Gaulle qui s'était opposé à cette construction européenne. Comment s'y est-il pris? Alors, le général de Gaulle a voulu, était disponible pour participer à la construction d'une Europe des nations, mais en préservant deux choses: l'indépendance de la France et sa souveraineté. Et comme ces deux choses-là étaient remises en cause, il a tout fait pour empêcher que la remise en cause de la souveraineté et de l'indépendance nationale n'ait lieu. Et malheureusement, dès qu'il a été parti, c'est-à-dire à partir de 1969, tous les dirigeants français qui ont suivi, à partir de Pompidou, Giscard, etc., ont tous capitulé devant l'Europe, c'est-à-dire en fait devant les États-Unis.
Alors on reproche beaucoup aux Allemands de faire la loi aujourd'hui dans l'Union européenne, mais c'était quand même bien le projet du général de Gaulle d'avoir une Europe, certes des nations, mais quand même sous la domination française. Il était pour une Europe des nations, mais il ne considérait pas du tout, d'ailleurs je cite ce que Perfit rapporte dans des mémoires du général de Gaulle. Il dit le fait qu'on soit dans l'Europe n'est pas du tout une obligation. On peut très bien vivre sans être dans l'Europe. Mais s'il doit y avoir une Europe, ça ne peut être qu'une Europe des nations libre, indépendante et souveraine qui décide de travailler de concert. Mais ça ne peut pas être une construction comme celle qu'a voulu Walter Hallstein avec les Américains. Et d'ailleurs, cette construction d'une Europe des nations, De Gaulle l'avait organisée dans le cadre de ce qui s'appelait à l'époque le traité de l'Élysée et qui a été en Allemagne pour être voté au Bundestag, mais les députés allemands n'en ont pas voulu de ce traité de l'Élysée parce qu'ils avaient vu que cette union, que cette construction européenne irait trop dans le sens des Français. Alors, c'est ce que j'appelle le coup de poker de Gaulle. De Gaulle joue son va-tout, voyant bien que l'Allemagne est fortement influencée par les États-Unis. Il essaye de faire avec les dirigeants allemands un accord qui est signé d'ailleurs et qui est ensuite présenté au Bundestag. Entre-temps, les Allemands ont informé les Américains de ce que De Gaulle était en train de faire et donc les Américains ont dit vous vous arrangez, mais comme ça doit être ratifié par le Bundestag évidemment n'a pas ratifié et donc les accords sont tombés. Moyennant quoi, De Gaulle en a tiré la conclusion que il y avait rien à attendre de cette Europe et il a dit c'est très bien, nous on prend le large, le monde est grand, la France a des beaux jours devant elle et on n'est pas du tout obligé de rester dans cette Europe, enfin de participer à cette Europe qui est le contraire de ce qu'on souhaite. Les Français n'ont été consultés par référendum qu'à 2 reprises sur ce projet de construction européenne. C'était le cas avec Maastricht en 92 et en 2005 avec le projet de constitution européenne. Mais les Français n'ont jamais été consultés sur le projet global de cette construction européenne. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, c'est exactement pareil que ce qui s'est passé en Union soviétique. Il y a eu la révolution qui a été faite par les bolcheviks. À partir de 1917, Staline a fait une constitution en 1936 et donc l'a fait adopter par le Parlement. Il n'a jamais demandé au peuple russe s'il voulait continuer avec le régime communiste. C'est exactement pareil. Il y a un système qui s'est mis en place comme une roue à cliquet, mais jamais on ne demande aux gens est-ce que vous êtes d'accord pour continuer s'il y a, par exemple, comme en 2005, ils ont dit non, mais on a, qu'est-ce qui s'est passé de Lisbonne. On a contourné. Avec le Congrès. Absolument. Et donc, voilà, il n'y a pas de remise en cause possible dans le système tel qu'il est. Et donc, on ne demande pas aux gens ce qu'ils veulent, on sait pour eux, puisque les gens sont apparemment trop bêtes pour savoir. Et quand ils expriment leur point de vue, comme c'est pas ce qui est attendu comme réponse, on la contourne. Le chancelier allemand Helmut Kohl, oui. Et c'est très intéressant, vous le racontez dans votre ouvrage, avait été interrogé sur l'introduction de l'euro en 2002. Cette interview n'a été publiée qu'en 2013 parce qu'il dit à un moment dans cette interview à propos de l'introduction de l'euro, il dit ceci: « J'ai agi comme un dictateur parce qu'il savait que les Allemands n'en voudraient pas de cet euro. » Absolument. C'est-à-dire que sa déclaration dit que s'il avait soumis à référendum le projet d'adoption d'une monnaie qui est l'euro, il aurait eu 70% de non et 30% de pour. 30% de vote pour. Et il en a conclu, je ne veux pas me prendre une pareille dérouillée, et par conséquent, je ne consulte pas les gens. Et donc, il en conclut, il dit, voilà, on a imposé cet euro, et on s'est comporté comme des dictateurs, puisque on savait parfaitement que les gens, s'ils avaient été interrogés, auraient dit non, donc on les a pas interrogés. Vous évoquez aussi, Bernard Germain, les compétences que l'UE partage avec les États membres. En réalité, vous dites que tous les pouvoirs, tous les secteurs clés sont contrôlés
à Bruxelles, notamment l'immigration, avec, on le sait aujourd'hui, un droit au regroupement familial inscrit dans le marbre du droit européen. Quelle marge, au final, reste-t-il de manœuvre, reste-t-il au gouvernement de l'Union européenne? Alors, quasiment aucune. Parce que le processus a été tellement loin que maintenant, on va jusqu'au bout. D'ailleurs, ils en sont à vouloir créer un État européen. Ce qui signifie qu'on vient de devenir des provinces, les autres pays, les pays de l'Europe, ou alors on sort de l'Europe. Mais les domaines de compétences, c'est prévu par les textes. Ce que vous appelez, ce qu'on appelle les GOPÉ. Ah non, ça c'est autre chose, ça c'est les orientations économiques. Ce que je parle, c'est la répartition des compétences. Alors, il y a des compétences qui sont exclusivement européennes, il y a des compétences qui sont partagées et des compétences qui sont nationales. Les compétences nationales, c'est peanuts, c'est ce qui n'a aucune importance. Les compétences partagées, c'est celles... Alors, c'est là que c'est vicieux, quoi. Parce que on dit que c'est partagé, mais c'est pas partagé du tout. C'est-à-dire que ce n'est partagé que si l'Europe n'a pas légiféré ou qu'elle ne veut pas s'en occuper. Donc, c'était un partage qui est assez surprenant quant à ce qui appartient exclusivement à l'Europe. Ça appartient exclusivement à l'Europe. Donc, en fait, on peut dire que pour l'essentiel, depuis la mise en place de l'Europe, petit à petit, au fur et à mesure, l'Europe s'approprie tout un tas de domaines dont les pays perdent toute possibilité d'intervenir dessus. Et c'est donc l'Europe qui pilote les grands domaines. Pour l'immigration dont vous parliez, il y a deux textes qui font foi. Il y a les accords d'Amsterdam, le traité d'Amsterdam de 1997 qui officialise le fait que que l'Europe, ça fait partie de son domaine de compétence, l'immigration. Et puis vous avez la CEDH, qui, bien que n'étant pas directement une structure européenne, a mis en place tout un droit qui, notamment dans son article 8, prévoit qu'on doit respecter le droit à avoir une famille. Et c'est à ce titre-là qu'effectivement, cet article est invoqué en permanence pour justifier l'arrivée de plus en plus massive de familles entières à partir du moment où l'un de ses membres est arrivé, y compris clandestinement, sur notre sol. Ces GOPÉ, justement, que j'évoquais à l'instant et qui sont totalement fondamentales dans l'organisation de l'Union européenne, est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Absolument. Alors, je dois dire d'ailleurs que j'ai moi-même découvert l'existence des GOPÉ en travaillant sur ce livre, et j'en ai été sidéré. Alors, les GOPÉ, ça veut dire les grandes orientations des politiques économiques. Pour faire simple, et parce qu'on n'a quand même pas trop le temps, c'est la Commission européenne qui fournit chaque année une feuille de route à chaque pays. Qui s'appelle des recommandations. Voilà, alors dans leur langage d'hypocrite, ça s'appelle des recommandations alors qu'en fait c'est des obligations. Donc chaque pays est tenu d'appliquer ça et de rendre des comptes. Alors donc c'est Bercy. Plus un des services, le SGAE, qui est un des services du Premier ministre, qui pilote les deux. Bercy reçoit les éléments, le SGAE contrôle, et donc met en œuvre la politique souhaitée par Bruxelles. Là où c'est extraordinaire et où ça pose un vrai problème, ça montre vraiment ce qu'est l'Europe, c'est que ils se contrefoutent totalement de savoir si c'est ce que veulent les gens. Il n'y a aucun vote qui n'a lieu sur le sujet. Donc l'Europe, qui n'est élue par personne, décide et les hommes politiques doivent appliquer, ce qui permet de poser un problème. En 2017 et en 2022, quand Macron a été élu, mais les GOPÉ de l'année en question étaient déjà sortis, donc il y a eu toute une discussion, je vais faire ci, je vais faire ça, mais non, faut faire ci, mais non, faut faire ça, etc. Alors qu'en fait, la feuille de route, elle était déjà écrite. Notamment la réforme des retraites. Absolument. Et d'ailleurs, c'est Manon Aubry de la France Insoumise qui l'a dit en février 2023. Elle a dit, mais vous savez où est-ce que c'est écrit, ça? C'est écrit dans les GOPÉ. Et elle a sorti les GOPÉ, elle les a montrés, et elle a montré où est-ce que c'était écrit dedans. Donc voilà. Alors, du point de vue de la démocratie, c'est quand même un sacré problème. C'est-à-dire que les peuples ont l'impression qu'ils élisent des hommes politiques qui vont diriger leur pays, alors que c'est à Bruxelles que c'est décidé, et en fait, les hommes politiques, quels qu'ils soient,
de gauche, de droite, du centre, ne font qu'appliquer la politique décidée par Bruxelles. J'entendais un téléspectateur nous dire encore que dans ce pays, la France, plus rien ne fonctionne. Il parlait évidemment de nos services publics. Quelle est la politique de l'Union européenne justement à l'égard des services publics des États membres ? Eh bien, je vais essayer de le dire de façon assez simple. Ils sont pour la destruction des services publics, puisqu'ils sont pour la libre concurrence et que les services publics, par définition, c'est lié à un monopole, et c'est l'intérêt général qui prévaut. Par exemple, il y a marqué au fronton de toutes les mairies liberté, égalité, fraternité. Mais qu'est-ce que la liberté de se soigner s'il n'y a pas de moyen de se soigner ? Donc, à partir de là, quel que soit l'endroit où on habite sur le territoire, il faut qu'effectivement on puisse bénéficier des services qui sont rendus à la population dans d'autres endroits, par exemple d'avoir des hôpitaux, etc. Et moi, j'habite dans les Côtes-d'Armor, à Guingamp, il y a une bataille qui se mène depuis des mois pour savoir si on va garder la maternité et l'hôpital de Guingamp. Et ce qui est répondu, et qui est une position très européenne, c'est de dire ce n'est pas assez rentable, mais comment peut-on avoir des impératifs de rentabilité quand il s'agit de soigner les gens ? Par définition, ça ne peut être que des dépenses. Et c'est pour ça qu'on assiste à la désertification de nos territoires ruraux. Absolument, absolument. D'ailleurs, j'ai un chapitre complet sur l'histoire des services publics et la position de l'Europe et pourquoi ils sont en train de les détruire. Et c'est une catastrophe en termes de vie sociale pour les Français qui n'habitent pas dans les grandes villes, parce que voilà, les campagnes sont en train de devenir des déserts. En matière d'écologie aussi, vous dénoncez l'action du GIEC qui est mise en musique par Bruxelles. Pourquoi à ce niveau-là, vous parlez d'une dictature carrément climatique ? Écoutez, je vais reprendre en deux phrases ce qui a été sorti du GIEC. Alors le GIEC a produit, en 1998, c'est un monsieur qui s'appelait Michael Mann, a sorti une courbe dite en crosse de hockey. J'en publie d'ailleurs le schéma dans mon livre. Cette courbe dit le climat, pour faire simple, le climat était grosso modo stable depuis plus de 1000 ans et depuis la nuit des temps. Et d'un seul coup, hop, ça augmente. Et donc ce serait l'activité humaine qui générerait trop de CO2 et qui serait responsable de ça. Alors, je vous rappelle quand même que la quantité de CO2 dans l'atmosphère, c'est 0,04%. On se demande comment un gaz aussi peu présent dans l'atmosphère peut générer de pareils dysfonctionnements. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que cette courbe, évidemment, est une escroquerie totale qui a été reconnue par les scientifiques. Et la vraie courbe, que je publie aussi dans mon livre, et qui était celle du GIEC avant celle de Mann, montre qu'il y a eu une période beaucoup plus chaude qui a existé pendant 3 siècles, il y a un peu plus de 1000 ans. Et c'est par exemple pour ça que le Groenland s'appelle comme ça Groenland, ce qui veut dire les terres vertes, parce qu'à l'époque, le climat était tellement chaud que on faisait de la vigne en Angleterre et que les Vikings étaient au Groenland, qui étaient des terres vertes. Et donc, je publie cette deuxième courbe en montrant effectivement ce qu'était le climat, ce qui détruit totalement l'argumentation sur la dictature climatique. Et pourquoi je dis dictature climatique ? Parce que faut quand même avoir aussi à l'esprit que si on prend l'Europe, c'est 9% du CO2 mondial produit, et la France, 0,9%. Et pourtant, on mène une véritable bataille en culpabilisant les gens. Vous vous rendez compte que même si on réduit de moitié la quantité de CO2 qu'on produit, ce qui serait absolument gigantesque comme effort, ce serait pour passer de 0,9% à 0,45%. Donc, quel serait l'impact par rapport à ce qui se passe dans le monde ? Absolument nul. Absolument nul. Alors que la Chine et les États-Unis, c'est 50% du CO2 produit. Et je conteste, je répète, totalement, je l'explique d'ailleurs dans mon livre, cette histoire du CO2, la preuve a été faite que ce n'est pas le CO2 qui dérègle le climat et qui fait augmenter, c'est le contraire, c'est le dérèglement du climat, enfin le changement du climat qui provoque une montée ou une baisse du CO2 avec 800 ans de retard.
On entend à chaque élection européenne, ce sera le cas dans quelques semaines, les campagnes vont commencer puisque ce sera en juin prochain cette élection. Nos politiques nous annonçaient qu'ils vont réformer l'Europe. Alors qu'est-ce que vous auriez à leur répondre à cela? Qui racontent des histoires aux gens. On ne peut pas réformer l'Union européenne? Alors je vais juste vous donner un élément. En 2017, Mélenchon avait expliqué de manière très péremptoire dans ses meetings que s'il était élu président, il allait mettre au pas Madame Merkel. Il allait renégocier la contraindre à renégocier tous les traités qui avaient été signés et imposer la position de la France. Sauf que, pas de chance pour lui, dans les textes qui régissent le fonctionnement de l'Union européenne, notamment le TFUE, qui a été adopté à Lisbonne, eh bien, il est écrit noir sur blanc qu'il faut l'unanimité. Voilà. Alors, il y avait une ancienne version et puis il y a la version actuelle. Globalement, ça revient à peu près au même. Il faut de toute façon qu'il y ait l'unanimité pour changer. Donc, pourquoi Madame Merkel ou les dirigeants allemands accepteraient-ils le diktat de Monsieur Mélenchon et il y a quand même 27 pays. Alors, qu'il n'y en ait pas un sur les 27 pour dire nous on n'est pas d'accord, donc c'est de la démagogie à l'état pur. Non. Aujourd'hui, où on accepte le fonctionnement de l'Europe telle qu'elle est, où on sort de l'Europe. Alors justement, à chaque fois qu'on entend quelqu'un dans notre pays brandir l'idée d'une sortie de la France de l'Union européenne, ce qu'on appellerait un Frexit, comme les Britanniques l'ont fait pour leur pays, on entend le système, le système médiatico-politique se mettre en branle pour nous annoncer qu'en cas de sortie, il y aurait l'ère glaciaire qui s'abattrait sur la France. Vous nous dites qu'il n'y a rien à craindre, alors pourquoi? Non, je ne dis pas qu'il n'y a rien à craindre, je dis que c'est une certitude que l'anéantissement dont on est soi-disant menacé est une fable pour les enfants. Voilà. Le Brexit, il a eu lieu en juin, enfin le vote a eu lieu en juin 2016. C'est Theresa May et Monsieur Barnier, Theresa May qui était la première ministre anglaise et Monsieur Barnier qui était le représentant de l'Europe, qui ont négocié la sortie de l'Angleterre, enfin de la Grande-Bretagne directement. Mais comme ils étaient tous les deux contre, ils ont tout fait pour retarder. C'est quand Boris Johnson est arrivé au pouvoir en Grande-Bretagne qu'il a tapé du poing sur la table. En moins d'un an, c'était réglé. Et je ne sais pas, donc à partir du début 2020, la Grande-Bretagne était hors de l'Europe réellement. Aux dernières nouvelles, le soleil continue à se lever en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne n'a pas disparu sous les eaux et son économie n'a pas implosé. Et ils ont réinvesti les milliards qu'ils donnaient chaque année à Bruxelles dans des constructions. Voilà, comme c'était des contributeurs positifs, comme la France, nous c'est 12 milliards par an. Eux c'est 11. Ça nous coûte 12 milliards par an. Eux c'était 11. Et avec cet argent qu'ils ne dépensent plus, ils ont fait plein de choses en Grande-Bretagne. Des services publics, et je rappelle, j'en fais d'ailleurs tout un chapitre également dans mon livre. J'y compare les chiffres de l'économie anglaise avec les chiffres de l'économie française. L'Angleterre a des meilleurs résultats, sauf sur un seul indicateur, que la France. Et sa situation est bien meilleure qu'elle ne l'était du temps où elle était dans l'Europe. Donc, c'est fait pour effrayer les gens, c'est fait pour apeurer les populations, et ça n'a aucun fondement. Voilà. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que la France retrouve sa souveraineté et son indépendance, et que les choses soient faites en fonction des intérêts des Français et des intérêts du pays. Et ça nécessite obligatoirement le fait que nous quittions, en activant l'article 50 du traité de Lisbonne, que nous activions la sortie de l'Europe. L'Union européenne, en sortir au plus vite, une belle synthèse sur l'histoire sulfureuse et le fonctionnement de l'Union européenne. Merci à vous, Bernard Germain. Merci à vous de m'avoir reçu.